Ne nous en cachons pas, nous sommes tous férus de chocolat. 7 Français sur 10 en consomment au moins quotidiennement. Le marché se porte bien, chaque jour c'est plus de 1000 tonnes de chocolat qui se vendent, pour un chiffre d'affaires annuel de près de 3 milliards d'euros. Bref, le chocolat fait l'unanimité. Sans chocolat, la vie serait beaucoup plus triste. J'adore le chocolat. Franchement, oui, je suis une vraie croqueuse de chocolat. Par moment, il me faut une tablette par jour. J'aime bien le chocolat, sous toutes ses formes. Faut varier les plaisirs. Alors je préfère le chocolat noir, le beaucoup plus concentré en chocolat. Je l'achète toujours en grande surface. Par contre, quand c'est pour offrir, là, je vais chez le chocolatier. Je n'offre pas des tablettes comme ça. Car derrière l'appellation chocolat se cachent des produits variés. Alors, quelles sont les différences entre une tablette achetée au supermarché et les ganaches des maîtres chocolatiers? Quel chocolat faut-il privilégier? Que mange-t-on réellement quand on succombe à ce plaisir? Enquête. Nanterre, en banlieue parisienne. Difficile d'imaginer qu'à l'intérieur de cet immeuble de bureaux se cache l'un des temples de la fabrication de chocolat. Ici, le chef, c'est lui. Nommé meilleur ouvrier de France en 2007, Nicolas Cloizeau est un passionné. Cela fait près de 20 ans qu'il exerce. Et pour lui, aucun doute, le chocolat, c'est tout un art. Le chocolatier, comme je dis, c'est un petit peu un artiste peintre finalement qui a plein de sortes de peintures, donc plein de sortes de chocolat à travers le monde. Et à partir de là, en fait, il compose, il crée des collections, il crée des recettes. Ce matin, son équipe est en pleine fabrication d'une ganache, la garniture de ses bonbons de chocolat. Et Nicolas veille à tous les détails. Alors pour la réalisation d'une ganache, en fait, on utilise principalement donc de la crème, du chocolat et un petit peu de beurre pour apporter un côté un peu plus fondant. Une fois le mélange obtenu, la ganache est versée sur des tables de marbre, puis étalée à la palette. Et sur l'origine de son chocolat, Nicolas a ses habitudes. La plupart de nos ganaches, on va dire à 95%, sont plutôt d'origine Équateur, Venezuela, Madagascar. C'est des variétés de cacaoyers qui sont beaucoup plus subtiles et on a un cacao qui est beaucoup plus fin. Après avoir légèrement refroidi, la ganache est d'abord découpée en plaques, puis en bonbons. Les formes ainsi obtenues sont enrobées d'un chocolat plus tempéré, puis décoré. Et là encore, il faut être précis. Ce qui fait que chaque chocolat est unique, c'est parce qu'il est décoré un à un à la main. Et après ce décor, en fait, il va être encore resélectionné parce que celui qui aura le moindre défaut, en fait, partira en chute. Vous ne trouverez jamais ça dans une boîte. Un travail artisanal qui se paye. À titre d'exemple, dans cette maison, les tablettes de chocolat se vendent en moyenne à 70 € le kilo. C'est 7 fois plus cher qu'une tablette industrielle. Mais ici, on revendique un critère d'excellence. J'ai été séduit par cette matière finalement qui se transforme aussi bien en bonbons qu'en pièces artistiques. En pièces artistiques, on peut aussi bien le modeler, que le sculpter, que le découper, que le mouler. Et finalement, de se dire avec une seule et unique matière première, en fait, on a des possibilités infinies. Les possibilités infinies du chocolat, certains en ont fait leur marque de fabrique. Nous sommes à Sceaux, en banlieue parisienne. Dans cette ancienne imprimerie, un sculpteur pas comme les autres est en pleine création. Qu'est-ce que je fais? Ça se voit, non? Je suis en train de faire des côtes. Et vous croyez que la demoiselle elle va manger quoi là-bas? Vous voyez? Passionné par le chocolat, Patrick Roger le transforme en œuvre d'art comestible depuis plus de 15 ans. Ici, le chocolat se dévore d'abord avec les yeux et ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Un chocolat grand luxe. Certaines de ses recettes se vendent près de 200 € le kilo. Un standing que ce meilleur ouvrier de France revendique. Le plus important, c'est le process. Tout est une histoire d'homme. Après, est-ce que vous travaillez pour gagner de l'argent? Est-ce que vous travaillez pour vous faire plaisir? Est-ce que vous travaillez pour faire plaisir aux autres? Donc, suivant l'incidence que ça va... Comme on est, finalement, comme on est fait, comme on est né aussi, ça a une incidence. Et donc, le process, il est évident que c'est capital. Et mon travail, c'est ça, c'est de transmettre aux clients le meilleur de ce qu'est la nourriture, tout simplement. Car entre les œuvres d'art de Patrick Roger et les tablettes de supermarché, le processus de fabrication peut être très différent. Malgré une même matière première au départ, vous allez voir que le chocolat que nous achetons peut s'élaborer avec des ingrédients très variés. Les secrets du cacao, Lauranie les connaît. Cette jeune femme exerce le métier de sommelière du chocolat. Pour devenir un produit de qualité, le chocolat doit suivre tout un processus très réglementé. Et ça commence dès la récolte du fruit. Le cacao vient d'un fruit qui pousse sur un arbre. Donc ça, c'est le fruit. C'est la cabosse de cacao qui pousse sur un cacaoyer et dans laquelle, là on l'entend, il y a des fèves. Et au moment de la récolte, on va extraire ces fèves et les laisser fermenter. Ensuite, on va faire sécher les fèves au soleil. Donc elles seront retournées régulièrement. Et ensuite, on les fera torréfier, donc griller comme le café. Le beurre de cacao, c'est une partie de ce qui est contenu dans la fève, en fait.
Donc la fève, on va la presser, on va en faire ce qu'on appelle la masse de cacao. Et ensuite, on va séparer dans cette masse la matière grasse et la matière sèche, donc le beurre de cacao et la pâte de cacao. Chaque chocolat est défini par un pourcentage strict de matières premières à utiliser. Ce qui fait qu'un chocolat est considéré comme un chocolat, c'est qu'il est le plus proche de la matière première. En termes de composition, un chocolat noir, il va être à peu près autour de 50-60% de cacao. Donc ça signifie 60% de beurre et de pâte de cacao, avec toujours plus de beurre que de pâte, normalement. Et les 30% restants, c'est du sucre. Une recette a priori simple. Pourtant, quand on s'attarde sur la composition des chocolats vendus en grande surface, on est loin de ces simples ingrédients de base. Depuis 15 ans, l'Europe a notamment autorisé la présence de matières grasses végétales dans la composition du chocolat. Une décision qui a froissé à l'époque les artisans chocolatiers français. Mais pour le syndicat du chocolat qui représente plus de 80 marques, majoritairement industrielles, l'utilisation de matières grasses végétales n'a rien de choquant. Il y a eu pas mal de tensions pour s'accorder sur ce qu'on entendait par chocolat, la France défendant évidemment les positions de ces chocolatiers qu'elle avait établies depuis 1976. Notamment, un des points majeurs que la France défendait était le fait qu'on ne puisse pas introduire de matière grasse végétale autre que du beurre de cacao dans un produit de chocolat. Donc un consensus a finalement été trouvé puisque aujourd'hui ne sont autorisés dans le chocolat ou dans des produits de chocolat que 6 matières grasses végétales d'origine tropicale, le beurre de karité, l'huile de mangue, l'huile de coco, le sal, l'huile de palme. L'ajout de ces ingrédients rend le chocolat plus simple à travailler. Il permet de rallonger les limites de conservation du produit et de faire baisser le prix de sa fabrication. En fait, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, c'est-à-dire qu'on a aussi des consommateurs dont le mode d'achat a beaucoup évolué. 80% des produits de chocolat sont aujourd'hui vendus en grande surface, ce qui n'était pas du tout le cas des années 76. Donc ça veut dire aussi des délais de rotation qui peuvent être un peu plus longs sur des rayons. Donc ça veut dire qu'on a des techniques ou des contraintes qui sont liées à ça, qui sont à prendre en compte. Mais est-ce si bon pour le consommateur ? Certains pensent le contraire. Nous avons demandé à Corinne Gouget, auteure d'un livre sur les additifs, de décrypter la vraie nature de ce qui compose nos tablettes. Quand on lit cette étiquette, il faut savoir que ce qu'il y a au début de l'étiquette, c'est les quantités les plus importantes. Donc c'est par dose dégressive. Là, on voit très bien, c'est des lettres presque 1 demi-millimètre, voire plus. Là, c'est tout à fait lisible, ce qui respecte la charte du confiseur. Et là, il faut la loupe. Sucre, graisse végétale en deuxième position en pluriel, donc c'est du palme. Beurre de cacao, lactosérum en poudre, poudre de lait. Lécithine de soja, bien sûr, lécithine de tournesol en plus, sirop de glucose fructose, c'est affolant. Pour elle, parmi ces ingrédients, certains posent problème. C'est le cas de la lécithine de soja. Ça s'est bien développé dans les années 60 et puis 70. Et où on en vend même maintenant dans les boutiques diététiques en poudre, lécithine de soja direct pour faire croire que c'est un allié santé. Elle est souvent transgénique de toute façon, ça existe en bio aussi mais ça reste du soja. Et donc le soja est un des 8 plus grands allergènes. Alors, faut-il se méfier de la lécithine de soja ? Elle est très importante dans le chocolat parce que le chocolat c'est du beurre de cacao mais pas que, il y a aussi du sucre. Il y a aussi d'autres composants qui sont rajoutés dans le chocolat. Et la lécithine permet d'avoir quelque chose qui soit parfaitement homogène et lié dans le produit. Quant aux matières grasses végétales, l'une d'elles est particulièrement pointée du doigt. Il devait y avoir l'amendement sur l'huile de palme par rapport à la dangerosité de ces produits et les quantités utilisées dans des millions de produits. Et donc les marques auraient dû payer une taxe s'ils mettaient trop d'huile de palme dans leurs produits. L'huile de palme, c'est très mauvais pour la santé au niveau du cœur, des artères et aussi de certains cancers. Bien sûr, ce projet d'amendement a été avorté. Il est mort dans l'œuf, on va dire. Et on continue à utiliser des tonnes et des tonnes d'huile de palme dans des tonnes de produits, notamment là-dedans. Alors pourquoi utiliser de l'huile de palme dans la fabrication du chocolat quand certaines autres industries agroalimentaires tentent de la bannir ? Là encore, selon Florence, la polémique n'a pas lieu d'être. Elle est peut-être moins bonne que d'autres huiles végétales, mais globalement, son profil nutritionnel ou son profil d'acide gras est très similaire à celui du beurre. Pour Lauranie, notre sommelière du chocolat, ces ingrédients ajoutés sont loin d'être garants de qualité. Moi, je considère qu'à partir du moment où on sait ce qu'on mange ce qu'on veut. Donc si on prend cette tablette et qu'on voit que ça contient du gras, du sucre, du lait et un petit peu de pâte de cacao et que ça nous plaît, qu'on aime bien et que on est d'accord avec ça, on sait que ça ne va pas nous faire que du bien, mais sur le moment, ça nous donne notre petit shoot de sucre.
Pourquoi pas? L'enjeu, il est plus que les industriels soient les plus transparents possibles. Chez l'artisan pur, le petit artisan de quartier, on n'aura pas forcément toutes les infos dans un ballotin de chocolat. Donc il faut faire confiance à son artisan. Voilà. Corinne est bien d'accord. Elle a souvent demandé aux artisans chocolatiers ce qui composait leur chocolat. En vain, elle tente à nouveau le coup pour nous, en caméra cachée. Bonjour. Je voulais savoir s'il y a de l'huile de palme dans vos chocolats, parce que ça m'intéresse. Ah, il y a des petites étiquettes. Ouais. Huile végétale. C'est pas précisé si c'est de l'huile végétale de palme ou de colza ou de tourne... On ne sait pas. Moi, je suis super mal en plus. C'est écrit petit? Ouais. Ah, vous n'arrivez pas à le lire. En fait, moi, je suis allergique au soja et j'ai vu, je regardais un petit peu, il y a souvent marqué lécithine de soja. Ouais. Et ils sont tous comme ça ou... Quasiment, oui. Il n'y a pas marqué avec ou sans OGM? Non, c'est pas écrit. Ouais. C'est pas écrit. On vous demande souvent les ingrédients, non? Non, bah après, non, puisqu'on sait que de toute façon, ça revient. Non. On sait que c'est du beurre de cacao, on sait que, voilà, Ouais. on sait que c'est des matières laitières, on sait que c'est des matières... Il y a quand même... On est obligé quand même de mettre de la graisse végétale. Je suis allée donc en formation la dernière fois pour le chocolat. D'accord. On était donc avec un chocolatier. Donc bien sûr, nous on disait tous haro parce qu'on sait tous que l'huile de palme c'est pas bon. Mais il nous a dit attention, l'huile de palme, de toute façon en petite quantité, c'est pas nocif. Moi personnellement, étant donné que je ne regarde jamais les compositions de ce que j'achète comme aliment, c'est pas quelque chose auquel je pense, si vous voulez. Nous l'avons compris, aux matières grasses végétales, préférons les propriétés du beurre et de la pâte de cacao. Chez nos artisans, comme dans les grandes surfaces. Et d'ailleurs, pouvons-nous reconnaître au goût la différence entre un chocolat artisanal et un chocolat industriel? Nous avons fait le test dans la rue. D'un côté, une tablette de chocolat noir premier prix. De l'autre, celle élaborée par Nicolas Cloiseau, vendue 10 fois plus cher. Et apparemment, au goût, tous préfèrent le chocolat industriel. Non, j'aime bien celui-ci. Je trouve qu'il y a davantage de goût de cacao. Celui-là, je trouve qu'il a plus de goût, qui se révèle par la suite. Celui-là est un peu plus sucré. Donc c'est meilleur. On sent le goût beaucoup plus rapidement. Bon, vous m'avez fait une blague, c'est le même. Et voici la réaction de nos testeurs quand on leur annonce quel est le chocolat artisanal. C'est celui-ci. Il va être content. Je disais pas qu'il a pas de goût, hein, c'est juste que ça vient plus tard. Un résultat presque logique, car nous sommes tous habitués aux chocolats industriels. En effet, c'est en grande surface que nous achetons 80% de notre chocolat. Et pour l'Oranie, même au supermarché, il existe des astuces pour choisir un chocolat de qualité. Première règle, ne vous fiez pas forcément au pourcentage de cacao indiqué sur l'emballage. Souvent, les gens disent « j'aime bien le chocolat à 70% de cacao ». Si on a un cacao qui n'a pas suivi les bonnes étapes de transformation, qui a été mal fermenté, qui a été trop torréfié, on aura un chocolat qui aura un goût de brûlé. Donc ça ne sert à rien d'en mettre 90%, il vaut peut-être mieux s'arrêter à 60%. Pour l'Oranie, la meilleure manière de choisir un chocolat, c'est de faire confiance à nos 5 sens. Déjà à la vue, effectivement, alors c'est vrai qu'un chocolat, en général, on l'attend plus avec un aspect brillant. Là, on voit sur les chocolats noirs, bien lisse. Un chocolat qui n'a pas d'aspérité, ça donne toujours plus envie qu'un chocolat avec des petites bulles d'air, par exemple, qui montre qu'il a peut-être été mal fini, on va dire, pour faire simple. Ensuite, au niveau de l'ouïe, alors un chocolat qui casse de manière très nette, c'est plutôt une indication qu'il est relativement frais, qu'il est encore comestible, qui contient moins de graisse et de lait que de cacao. Au toucher, ouais, un chocolat, plus il est gras, plus il va fondre. Donc là, ça va, ils font pas trop. L'odorat, donc on va le sentir. Est-ce qu'il révèle déjà des arômes qui nous donnent envie ou pas? Alors ensuite, quand on le goûte, le laisser fondre ou le croquer, c'est plus une question de sensation. En le laissant fondre, on va avoir vraiment toute la texture qui va se révéler. Donc s'il est un peu granuleux, on va le sentir tout de suite. Alors qu'en le mâchant, on sentira différemment. Le fait de mâcher, d'ailleurs, ça se fait aussi dans le vin. Le fait de mâcher fait rentrer de l'air et libère donc une partie des arômes. Donc il faut s'amuser chez soi avec ses tablettes préférées et faire le test. Surtout que les vertus du cacao sont nombreuses. Effectivement, le cacao contient des antioxydants, a des vertus, on va dire, un peu euphorisantes, anti-stress, etc., qu'on ne trouvera pas dans d'autres produits. Toutes les vertus, ou presque. Donc le cacao, non, a priori, il n'a pas de vertu aphrodisiaque reconnue. Désolée.